Pourquoi? Parce que c'est les premières centrales à être installées. Hein. Donc, lorsqu'on a commencé à créer les réseaux électriques, à produire l'énergie électrique, donc les premières centrales étaient des centrales hydrauliques et la première particulièrement était une centrale installée sur les chutes du Niagara. Le Niagara, ce sont des chutes qui sont assez bien connues. Donc, c'est sur la frontière des États-Unis avec le Canada. Voilà, donc l'histoire de ces centrales hydrauliques, c'est la production hydraulique, donc c'est une énergie renouvelable, parce que l'eau est renouvelable chaque année. Et puis aussi, elle a l'avantage de ne pas être, nocive à l'environnement. Donc, elle ne crée pas de gaz, de gaz à effet de serre, etc. Donc, c'est une énergie qui est très, très appréciée. Elle est très appréciée, d'autant plus qu'on l'a vu la semaine passée, le rendement des centrales hydrauliques est élevé par rapport aux autres centrales. Hein, donc, le rendement des centrales hydrauliques est meilleur que la centrale nucléaire, la centrale thermique, la centrale solaire. Donc, c'est un avantage. Seulement, le problème, c'est qu'il faut avoir de l'eau. Hein, il faut avoir de l'eau. Nous, en Algérie, on avait des centrales hydrauliques, surtout entre la wilaya d'Alger, Tipaza, Bouira, Bjaya et Jijel. Donc, c'est à peu près les zones où il y a beaucoup de pluie en Algérie. Donc, il y avait des centrales sur ces régions-là. Mais aujourd'hui, la nécessité de mobiliser toutes les ressources hydriques, c'est-à-dire les ressources en eau, les mobiliser beaucoup plus pour les besoins donc de l'eau ménagère, donc les distribuer aux citoyens, c'est de l'eau potable pour boire et puis pour les ménages, mais aussi c'est une eau qui est destinée aussi pour l'activité agricole. Hein. Donc aujourd'hui, on n'a plus de centrales hydrauliques en Algérie. Elles sont toutes arrêtées et l'eau qui servait donc à alimenter ces centrales, elle est captée par des barrages et donc distribuée aux citoyens et aux agriculteurs. Voilà. Donc le pays le plus fort dans cette histoire donc de production de l'énergie hydraulique, c'est le Canada, qui a un peu plus de 90% de son énergie, elle provient de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a beaucoup d'eau et qui a peu d'habitants. Hein. Donc, il y a peu d'habitants et puis c'est un pays où il y a beaucoup d'eau. Et donc, ils produisent beaucoup d'énergie électrique par l'eau. Mais toujours est-il, un pays comme la Chine, qui n'a pas de l'eau en grande quantité sur tout son territoire, mais ils ont sacrifié des terres agricoles, ils ont sacrifié des zones urbaines, des villes et des villages pour créer donc un grand barrage et puis aussi donc une centrale hydraulique qui s'appelle la centrale des Trois Gorges. En Chine, c'est une immense centrale, juste pour éviter de dépendre, donc parce que l'économie dépend de l'énergie électrique, hein, donc c'est pour éviter de dépendre de l'énergie fossile, c'est-à-dire du pétrole et du gaz, qui sont beaucoup plus contrôlés par les Américains. Et comme ils n'ont pas confiance, ils ne veulent pas donc subir un peu les pressions de l'approvisionnement donc en gaz et en pétrole. Donc, ils ont préféré donc installer cette centrale hydraulique qui va leur donner une puissance de 20 gigawatts. Hein. 20 gigawatts, c'est à peu près la puissance de toutes les centrales que possède l'Algérie aujourd'hui. Donc, pour voir un peu que la chose est vraiment importante, mais toujours est-il, les 20 gigawatts de cette centrale pour l'énergie chinoise, c'est vraiment petit.
Donc, c'est vraiment petit. Et si vous ne le savez pas, eh bien, la Chine, elle produit beaucoup d'énergie électrique, donc à partir du charbon. Donc, à partir du charbon, même si le charbon est un peu mal vu, d'abord parce qu'il crée des gaz, donc il est nocif, il dégrade l'environnement, etc. Mais pour le développement économique, les gens s'en foutent. Ils vous disent, moi, l'essentiel, je garde ma puissance économique, et ma puissance industrielle. Je m'en fous s'il y a du gaz ou si la planète est en train de souffrir par ces gaz-là. Voilà un peu comment dire, la démarche qui a été adoptée par les Chinois pour l'instant. Hein. Bon, eux, ils auraient bien aimé avoir d'autres moyens, mais il n'y a pas d'autres moyens. Bon, ils ont essayé le nucléaire, c'est limité. Ça a beaucoup d'inconvénients et ils ont. Monsieur, Et oui. monsieur, le partage مازلنا في لاباج الأولى. استنى وراي لاباج هذيك انا ما خرجتليش ميم با هاي لي. Donc voilà. Voilà, donc on a vu l'exemple هذايا. Donc l'exemple d'une équation empirique qui vous permet donc de calculer le temps de fonctionnement d'un barrage pour produire une certaine énergie. Donc c'est un exercice type. Vous devez donc revoir, bien sûr pour l'examen final. Ensuite, on avait donc vu les différents types de centrales. Et puis aussi, on a vu la forme du barrage, donc comment fonctionne le barrage. On l'a vu la semaine passée. Donc, vous avez ici l'eau, vous avez le barrage ici en hachuré. Le barrage, il peut être en béton comme il peut être en terre compactée. Vous avez la conduite d'amener, l'eau, elle vient par ici. Et donc, ici, à l'attaque, la turbine qui est là, c'est la turbine. Donc, elle fait tourner la turbine. La turbine, en tournant, elle fait tourner l'arbre. C'est un arbre. L'arbre va tourner, donc il va tourner le rotor de l'alternateur. Ici, c'est l'alternateur. C'est la turbine. Ici, c'est l'alternateur. Donc, l'alternateur va transférer la puissance mécanique de l'arbre qui est transmise par la turbine. Elle va la transférer donc en énergie électrique au stator triphasé. Donc, vous avez ici un câble triphasé qui va passer maintenant. C'est un transformateur. Donc, je rentre au primaire ici à environ 20 kV et je sors ici au secondaire en triphasé. Bon, c'est mal schématisé, mais il faut dire qu'ici, il y a 3 phases. Un triphasé, 220 kV pour l'Algérie. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et cette eau-là, donc, elle fait tourner la turbine. Ensuite, elle est récupérée par cette cheminée de scission. Et ensuite, elle continue son chemin pour alimenter d'autres centrales en aval, si cela est nécessaire ou si cela est possible. Voilà donc le descriptif, on l'a vu la semaine passée. Donc on a parlé donc de toutes les parties de cette centrale. Ensuite, maintenant, voilà donc les éléments de la centrale. Et maintenant, on est arrivé aux centrales à réserve pompée. Alors, on va voir ce que c'est que la centrale à réserve pompée. Voilà. Alors, centrale à réserve pompée, c'est quoi? On a vu que la variation de l'appel de puissance d'un réseau nécessite l'installation de centrales de pointe. Voilà. Donc, les centrales de pointe, en général, elles sont hydrauliques ou bien elles sont des centrales à gaz. Voilà, centrales hydrauliques et centrales à gaz comme centrales de pointe parce que ce sont des centrales qui peuvent être démarrées instantanément. C'est-à-dire, vous avez besoin d'énergie, vous appuyez sur un bouton et vous avez dans les quelques minutes qui suivent, vous avez de l'énergie disponible. Alors que certaines centrales, une centrale مثلا
thermique à vapeur va demander plusieurs heures pour se mettre en fonctionnement. Parce qu'il faut attendre le temps que la vapeur d'eau arrive à la bonne température, etc. Et ça demande un temps. Hein, donc, on ne peut pas utiliser maintenant une centrale thermique à vapeur comme centrale de pointe. Et aussi, on ne peut pas utiliser une centrale nucléaire comme centrale de pointe parce que la centrale nucléaire demande aussi beaucoup de temps pour se mettre en fonctionnement et pour être connectée au réseau. Voilà. Donc, les centrales hydrauliques sont très pratiques pour être utilisées comme centrales de pointe et c'est ce qui est utilisé en France. Hein. Donc, les Français travaillent beaucoup donc, avec les centrales hydrauliques comme centrale de pointe. C'est quoi centrale de pointe? C'est que, en Algérie, on a une seule pointe, elle est à peu près à 8 heures du soir. Donc l'énergie électrique, elle est à peu près à 6 heures du matin. 6 heures du matin, elle est à peu près aux environs de, on peut dire de 8 gigawatts. Hein, donc la puissance, c'est à peu près 8 gigawatts. À 6 heures du matin, à 8 heures, elle monte à peu près à 10 gigawatts. Elle monte à 10, à peu près à 10, elle va varier un peu vers midi, autour de 10-11 gigawatts. Ensuite, elle va baisser légèrement vers 7 gigawatts dans l'après-midi. À partir de 6 heures, 7 gigawatts, elle peut monter jusqu'à 15 gigawatts. Elle peut monter 15 gigawatts à 8 heures du soir. Donc, à 6, à 8 heures, il y a une pointe de 15 gigawatts. 15 gigawatts, à peu près 8h30, 9h, يخلصوا الخبار et تبدا تهبط. Donc, vers les coups de 11h du soir, elle redescend à peu près à 7-6. Les gens, 11h du soir, la majorité, ils ont éteint leur télé, ils ont arrêté les machines à laver, ils ont éteint les lampes, etc. Et ils sont allés dormir. Donc, voilà. Donc, on a une pointe, en Algérie, on a une pointe à 8 heures du soir. Il y a la pointe. Donc, c'est une période où il faut avoir non seulement les 6 gigawatts, mais il faut rajouter, donc pour arriver à 15, donc il faut rajouter 9 gigawatts. C'est-à-dire que il faut mettre en marche bien sûr, il faut compter toutes les centrales permanentes, donc toutes les centrales qui fonctionnent en permanence. Et il faut compter leur puissance maximale. Donc, à cela, il faut donc rajouter des centrales de pointe. Qui m'a France, les centrales de pointe, c'est les centrales hydrauliques, c'est-à-dire leurs centrales hydrauliques en France, ils les mettent, هما ماشي كيما حنايا, هما عندهم 2 pointes. عندهم une première pointe الصباح vers les coups de 9h, 8h, 9h, donc la puissance augmente. Ensuite, elle se stabilise un peu et ils ont une deuxième pointe le soir vers les coups de 7h, mais surtout la grande pointe, c'est entre 8h du matin elle dure jusqu'à midi. Entre 8h et midi, c'est une pointe. Donc, leur centrale hydraulique, ils demandent de les mettre en marche à 8h. À midi, on leur demande de les mettre à l'arrêt. Donc, elles fonctionnent comme centrale de pointe uniquement pendant la période de pointe. En Algérie, on n'utilise plus aujourd'hui les centrales hydrauliques comme centrales de pointe parce que je vous ai dit qu'on les a arrêtées. Et on utilise donc des centrales thermiques à gaz, c'est-à-dire elles fonctionnent directement avec la température des gaz brûlés. La centrale qui est ici à Bab Zouar, elle a 4 groupes de 20 mégawatts. Si vous partez de Bab Zouar vers Cube 1, dès que vous dépassez le pont qui longe l'autoroute, dès que vous dépassez le pont, sur votre droite, derrière l'entreprise comment on appelle ça,
comment il s'appelle déjà, les ordures. Donc, derrière cette entreprise, il y a là-bas une centrale. Donc, il y a une centrale de 80 mégawatts. C'est une centrale de pointe. C'est-à-dire que cette centrale-là, elle est à l'arrêt pendant la journée et le soir, vers les coups de 7 heures du soir, et ils reçoivent un appel du dispatching de Sonelgaz qui leur dit mettez en marche un groupe. Ils mettent en marche un groupe, 20 mégawatts. Si ce n'est pas nécessaire, ils disent mettez en marche un deuxième groupe et ainsi de suite jusqu'à répondre donc à la demande d'énergie que j'ai dit donc en Algérie qui a lieu vers 20 heures. Donc la forte demande à 20 heures. Donc من 7 يمشيو les centrales de pointe نتاع باب الزوار تاع la centrale de باب الزوار ومن بعد جويه 9 ل 10 يطفوهم خلاص ça y est la pointe est passée donc ils les éteignent et les centrales permanentes restent en fonctionnement pour assurer donc l'alimentation restante. Voilà un peu ce que c'est qu'une centrale de pointe, considérant un réseau dont l'appel de puissance varie entre 100 et 160 mégawatts. Selon la courbe de la figure 2, on pourrait installer une centrale hydraulique ou thermique de base de 100 mégawatts, elle est permanente. On peut avoir une hydraulique permanente aussi, de base. Une centrale de pointe de 60 mégawatts utilisant une turbine à gaz. Donc 100 à 160 mégawatts, c'est permanent. Voilà. Donc, lorsque vous avez donc la pointe c'est 160 mégawatts. On va voir la figure 2. Qu'est-ce qu'il y a dans la figure 2? La figure 2. Donc, le 100, c'est la base, c'est-à-dire on a toujours une demande de 100. On a 100, on a 100. C'est à peu près 8 heures du matin, 8 heures, 9 heures, 10 heures, ça baisse, ça monte, et à partir de 3 heures, ça diminue, 3 heures, 4 heures, 6 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures du soir, il y a une pointe. Le soir, 11 heures, minuit, 1 heure, 2 heures du matin, ça descend au minimum, c'est-à-dire c'est le 100 mégawatts. Le 100 mégawatts c'est le minimum pour le reste de l'alimentation, c'est-à-dire l'éclairage la nuit, l'industrie qui fonctionne la nuit, et puis aussi les gens qui veillent la nuit aussi, donc qui consomment de l'énergie électrique. Donc, c'est une activité minimale. Donc, on a 2 pointes, هنا وهنا. Ou la pointe là 160. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On garde les centrales hadouk permanentes, parce qu'il y a des centrales permanentes, 100 mégawatts. Voilà. Une centrale ou thermique de base, avec la centrale de base, elle est en permanence, elle ne s'arrête jamais, 100 mégawatts. C'est une centrale qui ne s'arrête jamais. Donc, elle est là, toujours, elle donne 100 mégawatts. L'énergie à cette heure-là, ça commence à 6 heures du matin. Donc, à 6 heures du matin, je mets en marche ma centrale de pointe, c'est-à-dire la centrale, la deuxième centrale, secours, le dépannage. C'est la deuxième centrale de pointe, 60 mégawatts. Donc, la puissance, 60. C'est une puissance variable, elle peut aller jusqu'à 60. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? La centrale, je la mets en marche, mais elle ne va pas donner 60, elle va donner 10, 20, 30, 40, 50, à 60, elle donne le maximum. 7 heures-ci, c'est 8 heures. Donc, à 8 heures, elle donne le maximum. À 9 heures, il y a un qas. Donc, نقصوا la puissance. À 9 heures, نقصوا شوية هنا نطلعوا شوية نزيدوا نقصوها نطفيها carrément. تحبس elle travaille à vide. Soit نطفيها soit نخليها elle fonctionne à vide, sans charge. ومن بعد هنايا j'augmente sa charge. J'augmente la charge de l'alternateur parce que la centrale c'est un alternateur. TP numéro 4, le LT fondamental 2. Donc
نطلع على puissance la charge. Donc كي نطلع على charge, la puissance نتاع l'alternateur تطلع la puissance نتاع l'alternateur. هنا 8 heures il atteint l'alternateur, il atteint sa puissance nominale 60 parce que هنا هو يبدا من لهنا. Donc maintenant pour lui c'est 0 حتى ل 60. Donc هنايا il atteint le maximum à 60 à 8 heures du soir. ومن بعد 9 heures تنقص la charge, تنقص la puissance fournie حتى لهنا vers les coups de à peu près 11 heures du soir, minuit, et elle se met à l'arrêt. La centrale la centrale de pointe نتاع 60 هنا elle se met à l'arrêt. Elle se met à l'arrêt حتى le lendemain matin à 6 heures du matin هنايا 6 heures 7 heures du matin ils la remettent en marche ويطلعوا la charge تاعها هكذايا tous les jours. Donc هذه il y a une première centrale de base تمد 100 mégawatts en permanence 24 sur 24 وهذه c'est une centrale de pointe la puissance maximale تاعها 60 mégawatts تمشى غير في منها هكذايا ولا puissance est variable. هنا اللي à vide ou à l'arrêt ومن بعد هنايا 11 heures minuit تحبس. Voilà donc ce qu'on appelle une centrale de pointe. C'est une centrale de pointe. Voilà, centrale de base, elle est 100 mégawatts et centrale de pointe 60 mégawatts alimentant une charge maximale, la charge maximale 160 mégawatts. 160 mégawatts, c'est à peu près la ville d'Alger. Hein. La ville d'Alger, elle consomme à peu près 160 mégawatts. Et encore, hein, 160 mégawatts, mais l'industrie, 160 mégawatts, ça doit être uniquement les habitations, c'est-à-dire l'électricité ménagère. Voilà. Voilà donc ce que c'est qu'une centrale de pointe. Alors, cependant, on peut envisager une deuxième solution. Elle consiste à installer une centrale de base de 130 mégawatts au lieu de 100 mégawatts. On dirait une centrale de base de 130 et une centrale de pointe spéciale de 30 mégawatts. Cette centrale de pointe aura la propriété non seulement de débiter de l'énergie électrique, mais aussi d'en recevoir pendant les périodes creuses identifiées par un signe moins sur la figure 3. C'est-à-dire les périodes creuses où il y a la centrale 130 mégawatts, elle reçoit un appel inférieur à 130. Hein, donc, les périodes creuses qui met voilà les périodes creuses qui met période creuse qui met voilà la figure 2. Voilà, qui met ça c'est une période creuse, c'est une période creuse. Donc, on a période creuse, on a creuse, on a creuse. Ça, le 130. Donc, voilà. Alors. Monsieur, la période creuse, qui trouve 100 mégaohms. نعم. période creuse, qui trouve 100 mégaohms. هذه شغل 100, voilà. Période creuse, c'est lorsque هذه بدلناها la première centrale de base. كانت 100 حطينا 130. Donc هذه كي تكون l'appel inférieur à 130, c'est une période creuse ليها. C'est-à-dire c'est une période où la demande est inférieure à la puissance نتاعها. Donc les périodes creuses تاعها pour la 130, c'est à peu près 130 هنايا. Donc c'est cette période-là qui est creuse. من حتى لهنا. هذه c'est une période creuse. ومن بعد 130 هنايا. Donc من حتى لهنا. Pendant toute cette période-là, elle est creuse. وهنايا à peu près 130 هنايا. من هنا حتى لهنا jusqu'au lendemain matin, c'est une période creuse. Donc, il y a la période creuse, c'est lorsque l'appel, c'est-à-dire l'énergie absorbée par les habitants et par l'industrie. C'est l'appel. Donc, lorsque l'appel est inférieur à 130, pour la centrale de 130 mégawatts, c'est une période creuse. C'est-à-dire, c'est une période où la demande est inférieure à sa capacité. Donc, maintenant, donc il met une centrale de 130, une centrale donc de pointe de 30.
Cette centrale de pointe aura la propriété non seulement de débiter de l'énergie lorsqu'il y a la demande de pointe, mais aussi d'en recevoir. Donc, un chauffe-eau qui fait pendant les périodes creuses identifiées par un signe moins sur la figure 3. La centrale de pointe reçoit et emmagasine de l'énergie de la centrale de base. Ensuite, lors des heures de pointe identifiées par un signe plus, la centrale de pointe restitue au réseau l'énergie qu'elle avait emmagasinée. Donc, donc on a une centrale de pointe, une centrale, donc plutôt une centrale permanente, de base, de 130, l'énergie de Sahara. 130. Mais la demande, elle est inférieure à 130, donc elle est creuse. La demande, elle est inférieure à 130, donc elle a un truc creux. Elle est inférieure. Car la période est inférieure, donc elle a de l'énergie en plus. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Pendant ces périodes-là, la centrale la réserve pompée, la pointe, elle prend de l'énergie de cette centrale de base, elle prend de l'énergie. واش دير بها الانرجي هذيك؟ طلع الماء هذاك من الباسان التحتاني طلعوا للفوق vers الباسان الفوقاني. دونك هنا سي دي سونترال هيدروليك اللي عندهم دو باسان. دونك الفوقاني كيهبط في تورني لا توربين والتحتاني il emmagasine l'eau هذيك, il la conserve, il la recueille. Donc pendant هذه la centrale هذيك elle va travailler en pompe. Donc elle a deux fonctions. Elle va travailler en pompe, elle va pomper l'eau qui est en bas وتطلعها لفوق. هنايا elle s'inverse. La fonction s'inverse, elle devient génératrice, elle va recevoir l'eau du haut et elle va tourner en tant que turbine, donc en tant que centrale, elle va donner de l'énergie. Elle va donner de l'énergie. Elle s'inverse. Elle va travailler en pompe, elle va pomper l'eau, donc elle va absorber de l'énergie électrique dans la centrale hadiyana de base, et elle va lui permettre de travailler en pompe et elle va pomper l'eau, le bassin bas, le bassin, donc le barrage du haut. Et ainsi de suite. Voilà un peu la technique utilisée par certains pour économiser de l'énergie, évidemment. Donc l'eau ici est utilisée deux fois. Donc voilà, donc ici ces quantités énormes d'énergie ne peuvent être emmagasinées que par des méthodes mécaniques. C'est ainsi qu'on emploie des centrales à réserve pompée. On l'appelle centrale à réserve pompée. Donc alors, donc ici aussi, regardez, on n'a pas vu ça. Alors, qu'elle avait, voilà, ce système possède plusieurs avantages. Donc, le système HEDA, on peut utiliser une plus grande centrale de base, donc 130 MW, ce qui augmente le rendement, parce que le rendement de les centrales est élevé lorsque la puissance est élevée. Ensuite, deuxièmement, la capacité de la centrale de pointe, avec 30 MW, elle est réduite. Donc, c'est au lieu de 60 MW, elle devient 30 MW, donc elle diminue, on diminue son coût. Donc, le prix d'une centrale de pointe 30 MW est moins cher qu'une centrale de pointe de 60 MW. Donc, ces quantités énormes d'énergie ne peuvent être emmagasinées que par des méthodes mécaniques. C'est ainsi qu'on emploie des centrales, ce qu'on appelle centrales à réserve pompée. Donc, réserve pompée, c'est-à-dire l'eau qui fait tourner la turbine, on la met dans un réservoir bas et on la pompe vers le haut, donc on l'utilise plusieurs fois. Donc, c'est la même. Plusieurs pointes, plusieurs pointes, plusieurs creuses, je pompe l'eau avec, on le barrage du haut, et ainsi de suite. Donc, le mât, elle peut tourner en cycle ouvert et c'est une technique qui est très bonne pour les pays qui n'ont pas beaucoup d'eau. Donc, voilà. Pendant les heures de pointe, ces centrales fonctionnent comme des centrales hydrauliques classiques, utilisant l'énergie de l'eau, le barrage du haut,
qui s'écoule d'un réservoir supérieur dans un réservoir inférieur, le barrage du bas. Pendant les périodes creuses, lorsqu'on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie, le processus est renversé. Les alternateurs fonctionnent alors comme des moteurs synchrones, c'est-à-dire des pompes synchrones, et entraînent les turbines qui deviennent d'énormes pompes. Prenons l'eau dans le réservoir inférieur pour le renvoyer dans le réservoir supérieur. Voilà ce que j'expliquais. Donc, pendant les heures creuses, la turbine هذيك, elle devient une pompe, elle se transforme en pompe, elle va pomper l'eau du réservoir bas, ترجعها للبراج نتاع الفوقاني. هذا هو. Le cycle se répète 1 ou 2 fois par jour. كما هنايا 2 fois par jour. وراه الشيما هذاك. كما هنايا une fois هنايا elle travaille en pompe. وهنا travaille en pompe من الوقت هذا حتى لهذا باسكو هذايا سي فيرمي c'est-à-dire هنايا سي minuit وهنا سي minuit 0 heure si vous voulez هنا minuit 0 heure donc هذا البوان مع هذا البوان كيف donc هنايا هذه وهنايا elle travaille en alternateur elle donne de l'énergie elle travaille en alternateur وهنا elle travaille en pompe في هذه la zone وهذه la zone مع هذه c'est la même هذه وهذه c'est continu. Voilà donc les astuces qui sont utilisées au Canada et en France, en général en Europe on utilise ces techniques-là, surtout ceux qui n'ont pas beaucoup d'eau, elle est très bien. Donc, alors, fonctionne comme des moteurs à la réserve. Voilà. Le cycle se répète 1 ou 2 fois par jour, selon la nature du réseau, de la charge. Les machines ont une puissance comprise entre 50 MW et 500 MW. Elles doivent être réversibles. Réversibles, c'est-à-dire elles fonctionnent en moteur, en génératrice ou bien en moteur réversible. En génératrice ou en moteur. Comme je fais le TP numéro 4, le TP 4. L'alternateur, il fonctionne comme alternateur, comme génératrice. On le coupe au réseau, il va donner de l'énergie au réseau. On va couper les liens avec le réseau, il devient moteur. Et c'est lui qui va entraîner, le moteur avec le moteur accessoire, de l'entraînement. Donc il s'inverse, il devient moteur. Donc réversible, car on doit changer le sens de rotation lorsque la turbine fonctionne comme pompe. Donc on change le sens de rotation. Bien sûr, c'est pour pomper l'eau. Donc pour qu'elle aille d'un sens à l'autre, il faut inverser le sens pour que l'eau soit pompée. Le démarrage de ces gros moteurs synchrones impose une forte charge sur la ligne d'alimentation et il utilise parfois des méthodes spéciales pour éviter une surcharge excessive. Donc, il y a un problème, le démarrage. On a dit déjà que le démarrage des moteurs électriques, en général, il consomme beaucoup de courant au démarrage, aux premiers instants. Et donc, c'est des opérations, quand on les utilise assez souvent, donc, il crée des arcs électriques, il crée donc des détériorations donc mécaniques des contacts, etc. Et puis aussi, il fait vieillir les bobinages avec les surchauffes, etc. Donc, le bobinage, il s'use plus rapidement avec ces opérations. Alors, parfois des méthodes, voilà. Ensuite, les centrales à réserve pompée complètent bien les centrales nucléaires qui atteignent leur rendement maximal lorsqu'elles fonctionnent à débit constant. Donc, elles correspondent bien, les centrales hydrauliques à la pointe, elles correspondent bien à les centrales nucléaires parce que les centrales nucléaires, elles n'aiment pas une variation de la charge. C'est-à-dire, lorsqu'on les règle à donner une puissance donnée, elles aiment bien donner toujours la même puissance. Donc, elles ne correspondent pas bien
un fonctionnement avec une puissance qui varie, etc. Et donc, voilà, parce qu'il y a des problèmes, la température des centrales nucléaires, il y a un grand problème de régulation de température, parce que les températures dans les centrales nucléaires sont très élevées par rapport aux autres centrales. Voilà. Donc, voilà, ça, mais ce n'est pas pour l'Algérie, ça c'est pour l'Europe et pour le Canada et d'autres pays. Donc, voilà pour les centrales hydrauliques. Maintenant, on va aller aux centrales thermiques. Adouma, les centrales thermiques, 99% de l'énergie électrique, qui est, voilà, 99,99, allez, 99,99 de l'énergie électrique absorbée en Algérie, et elle est donnée par des centrales thermiques. Donc, pour l'instant, le solaire, c'est juste un souhait. Pour l'instant, c'est un souhait, mais ce n'est pas une vérité. Même s'il y a des centrales solaires, elles sont, comment dire, elles sont non couplées au réseau national. Donc, ce sont des centrales qui sont installées dans des zones éloignées du sud où comment dire, la connexion au réseau national n'est pas, comment dire, économiquement fiable. Donc, c'est uniquement dans certaines zones qu'on peut trouver donc de l'énergie solaire. Mais même s'il y a des centrales, quelques centrales solaires au nord, elles ne sont pas encore couplées, branchées au réseau national d'alimentation en énergie électrique. Voilà. Donc, les centrales thermiques, elles produisent à partir de la chaleur qui se dégage de la combustion du charbon, du mazout ou bien du gaz naturel. On a le charbon makench. Donc, on a les centrales qui consomment le mazout ou le gaz naturel. En général, elles fonctionnent alternativement entre les deux. Donc, vous pouvez utiliser le mazout qui coule le pétrole rkhis, donc on utilise le mazout. Qui coule le gaz naturel rkhis, on utilise le gaz naturel. Donc, c'est les mêmes centrales, c'est les mêmes, comment dire, les mêmes turbines. Donc, le carburant taha, il peut être du mazout ou là, le gaz naturel. À peu près les voitures d'aujourd'hui, les voitures d'aujourd'hui, donc, l'essence ou le gaz. Donc, c'est juste un bouton qu'il faut changer. Donc, vous passez du gaz au mazout ou là du gaz à l'essence. Donc, avec un seul bouton, c'est la même. Donc, c'est la même turbine. Donc, c'est la même centrale. Le charbon, ceux qui utilisent beaucoup le charbon, c'est les Chinois. Même les Américains utilisent aussi le charbon. D'ailleurs, ils veulent revenir pour comment dire, maîtriser les coûts, pour maîtriser les coûts de l'énergie. Donc, les Américains ont choisi, d'ailleurs, leur président, le dernier président, qui s'appelait Trump. Trump, dans son discours, disait « Moi, je m'en fous de l'aspect environnemental. Je m'en fous de l'environnement. Ce qui m'intéresse, c'est l'économie américaine. Il faut qu'elle se mette en marche. Il faut que j'ai de l'énergie électrique avec abondance et à prix raisonnable. » Il a dit « Moi, je vais remettre en marche les centrales à charbon. » Il dit « Je m'en fous des défenseurs de l'environnement. Je m'en fous de l'environnement, de la qualité de l'air. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'économie américaine et je veux qu'elle reste en marche. » Donc voilà, il a relancé les centrales au charbon, alors qu'en Europe, ils ont beaucoup de charbon. La France, la Belgique, l'Allemagne, ils ont beaucoup de charbon, mais ils n'utilisent plus aujourd'hui parce que c'est un élément de pollution par excellence. Donc voilà. Mais les Chinois, c'est 70% de leur énergie au charbon. Ils s'en foutent aussi de l'environnement, ou là de la santé des citoyens, ou là des touristes, ou là des animaux. Ils vous disent, je m'en fous. Moi, je veux avoir de l'énergie parce qu'ils ont beaucoup de charbon dans leur sol aussi.
Il dit je vais avoir de l'énergie avec ce que j'ai dans mon pays. Moi, j'ai pas de pétrole. Le nucléaire est dangereux, donc j'utilise le charbon. Je m'en fous du reste. Hein. Je ne me soucie pas des touristes ou là des citoyens ou là des animaux ou là de la couche d'ozone. Donc voilà un peu les discours des grandes puissances par rapport à cette histoire donc d'énergie. Hein. Et bon, on veut bien se soucier, vous dites, j'aimerais bien me soucier de l'environnement, mais ma priorité, c'est d'avoir une économie performante, des usines qui fonctionnent bien et des produits qui se vendent à des prix compétitifs. Parce que c'est une question de coût aussi. Donc, la plupart ont une capacité entre 200 MW et 2000 MW, hein, les centrales Haloma. Donc, ce sont de grandes centrales quand même. Qui une centrale à gaz, donc une centrale thermique à gaz, elle fait 1,2 gigawatts, c'est-à-dire 1200 MW. C'est عندنا وحده جديده في حجره النص عندنا وحده جديده في هنا في اسمها عين السراء je crois qu'il y a une autre à l'est du côté d'Annaba وقيل ثانيك ولا سكيكدا de la même capacité. Donc voilà un peu ce que nous avons en Algérie, que des centrales donc thermiques ou la vapeur, hein, thermique à gaz, ce qu'on appelle les centrales mixtes. Donc 200 MW, afin de réaliser les économies d'une grosse installation. Donc c'est ce qui donne de bons résultats, et c'est ce qui est maîtrisable aussi au point de vue technologique. Il suffit donc de visiter une telle centrale pour se rendre compte de sa complexité, de ses dimensions imposantes, de grandes dimensions. Donc vous pouvez visiter la centrale du Hama. Donc c'est une centrale deux fois 200 MW. Ça veut dire que c'est une centrale de 400 MW, c'est le Hama. 400 MW. Il y a une centrale في Algéport aussi, à peu près تكون بالك واحد 400 MW جديدة. Il y a une nouvelle centrale qui est de l'ordre de 200 MW, elle est installée du côté de l'Arba'a. Il y a une autre centrale donc du côté. كاين واحده في دلس ماشي. Pardon. دلس. كاينه واحده في دلس كبيره. ماشي دلس، كاينه في كاب جينات. ماشي دلس، كاب جينات، قبل دلس. ابسوليومون. دونك كاينه واحده جديده، كاين القديمه نتاع كاب جينات كي تي 700 ميجاوات ديجا كانت كبيره، ودروك داروا واحده جديده ثاني تكون بالك الجويه 1000 ميجاوات ولا 1200 ميجاوات. كاينه واحده جديده في كاب جينات effectivement. Donc ceux qui habitent la région d'Elis, Boumerdes, etc., Zmouri, ils peuvent aller voir. Et les gens sont gentils, hein. Vous dites je suis étudiant, j'aimerais bien visiter votre centrale. Eh bien, ils vont vous dégager un ingénieur pour vous faire visiter la centrale et vous allez voir de visu comment ça fonctionne. Bien que tout est fermé, hein. Donc on va vous dire c'est l'alternateur, c'est l'achar, mais c'est couvert pour des raisons de protection, etc. Toujours est-il. Alors, on trouve donc souvent près d'une rivière ou d'un lac, car d'énormes quantités d'eau sont requises pour refroidir et condenser la vapeur sortant des turbines. Voyez-vous, donc c'est pour ça que la majorité des centrales en Algérie, elles sont au bord de mer. Donc, les lacs ou les rivières, les lacs et les rivières, mais on a la mer, donc l'eau, on fait le dessalement d'eau de mer. Hein. Donc, quand vous allez à Cap Ginette, par exemple, Cap Ginette, vous allez voir l'installation de dessalement d'eau de mer, elle est très imposante devant l'installation donc des turbines et des alternateurs. Voilà, donc il faut avoir de l'eau pour refroidir, évidemment, donc les températures, les gaz qui sortent des turbines. Alors, comme dans la plupart des pays modernes, les ressources hydrauliques sont déjà exploitées. Donc,
il a déjà exploité, c'est-à-dire ils ont déjà installé des centrales hydrauliques. Hein, là où on peut installer, c'est déjà installé. Et les pays qui n'ont pas beaucoup d'eau, ben, ils sont obligés d'arrêter les centrales hydrauliques pour donner cette eau-là aux citoyens comment dire, pour la vie quotidienne. Donc, on doit se fier sur les centrales thermiques pour produire l'énergie électrique supplémentaire requise parallèlement à la croissance des centrales nucléaires. Donc, le nucléaire qui augmente, malgré tous les risques que cela comporte, donc il faut des centrales thermiques à gaz, hein, des thermiques à gaz, parce qu'elles sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont très faciles à démarrer. Tout de suite, vous la démarrez. Alors, ensuite, ici, vous avez la combustion. Donc, c'est quoi la centrale thermique? C'est la combustion. Hein. Donc, on va brûler du carburant qui m'a tombé, là. On va brûler du carburant, donc du mazout ou là du gaz naturel. Bon, on ne brûle pas l'essence parce que l'essence coûte cher. Sinon, mais on peut mettre de l'essence comme carburant, mais ça coûte plus cher que le gaz naturel et plus cher que le mazout, le fuel. Donc, évidemment, donc, on brûle donc ces combustibles. Lorsqu'on les brûle, donc la combustion va se transformer en chaleur. Hein, donc, et la chaleur, c'est une énergie. Hein, la chaleur est énergie, donc on lui fait subir les cycles de compression. Donc, on comprime au maximum. Et ensuite, on fait la décompression à l'intérieur donc de la turbine. Hein. Donc, il y a une décompression à l'intérieur à la sortie de la turbine, et donc ça va, comment dire, transférer toute cette énergie thermique donc en énergie mécanique qui va être reçue par les pales de la turbine, et donc qui va transférer toute cette énergie thermique en énergie mécanique de rotation qui va être donc transférée par l'arbre à l'alternateur, lequel, à son tour, va transférer donc l'énergie mécanique qu'il reçoit sur son arbre, moyennant une petite excitation donc de l'inducteur ou bien du circuit d'excitation au rotor, et on retrouve donc toute l'énergie électrique, on la retrouve donc au stator, sous forme triphasée, comme vous allez le voir, fait le TP numéro 4. Voilà, un couplage au réseau d'un alternateur. Alors, voilà. Donc, on fait une petite pause de 2 minutes et on reprend. Hein. 2 minutes. Je suis un peu fatigué. Je vais boire un peu d'eau.
Donc, on reprend. Alors, la combustion, donc, lors d'une réaction chimique, les molécules des deux substances se combinent pour former une nouvelle substance. Ainsi, la combinaison d'un atome de sodium et d'un atome de chlore donne une molécule de sel de table NaCl. Ça, c'est des rappels de chimie. Certaines réactions chimiques, notamment celles impliquant les atomes d'oxygène, ce qui nous intéresse parce qu'il faut de l'oxygène pour avoir la combustion, produisent non seulement une nouvelle substance, mais dégagent en même temps de l'énergie sous forme de chaleur. Donc, dans certaines réactions, la chaleur dégagée est tellement grande que l'augmentation de température qui en résulte porte les éléments de l'incandescence, les éléments à l'incandescence et produit ce qu'on appelle un feu. Ce type de réaction est une réaction de combustion. Donc, c'est comme la combustion d'un moteur de voiture où les températures sont très élevées et comme la combustion se fait dans un volume fermé, donc à volume fermé, si on augmente la température, donc les comptes des gaz parfaits qu'on peut appliquer aussi moyennant une certaine erreur, donc on peut donc l'appliquer à notre cas et on va avoir donc une pression qui est très élevée. Voilà, puisque la pression est proportionnelle à la température. PV égale nRT. Et donc c'est un peu l'équation de base donc, qui permet d'avoir donc de fortes pressions au niveau de la chambre de combustion et ensuite cette pression-là, donc on la relâche sur des éléments en mouvement, c'est-à-dire les pistons d'une voiture ou là les ailettes d'une turbine lorsqu'il s'agit d'une turbine à gaz ou à vapeur. Donc l'oxygène de l'air réagit vivement avec les atomes de carbone, l'hydrogène, le soufre et toutes les substances contenant ces atomes, ce qui explique la combustion du charbon, du bois, du mazout et du gaz naturel. Donc, toute la combustion doit être donc faite en présence d'oxygène. Donc c'est l'oxygène qui donne de l'énergie pour la combustion de ces atomes-là, d'hydrocarbures ou d'autres matériaux, base de soufre ou de fibres. Les éléments combustibles, l'union des atomes d'oxygène avec les atomes de carbone, d'oxygène, de soufre, etc., se fait dans des proportions précises et connues. Donc la chaleur dégagée et les nouvelles substances créées peuvent donc être déterminées d'avance lorsqu'on connaît la nature du combustible. Donc on peut savoir qu'est-ce qu'il va en résulter lorsque on brûle un gaz donné ou un liquide donné ou bien un solide donné comme le charbon est un solide, donc un solide qu'on va pulvériser, donc on va mettre en particules très fines et donc la combustion se fait avec donc ces particules très fines de charbon en présence évidemment d'oxygène. Donc on sait ce que ça va donner, elles peuvent être déterminées d'avance. Le tableau 1, on donne les détails. Donc voilà le 1. Voilà, tableau 1. Voilà. Donc, vous avez la masse. Standard, bon, on prend 1 kg, par exemple, de carbone, d'hydrogène, de soufre, méthane, éthane, propane, etc. Donc, la masse des gaz. Ensuite, masse d'oxygène requise. Donc, ici, pour le carbone, pour brûler, donc, pour la combustion d'1 kg de carbone, donc, il y a nécessité de mettre 2,67 kg d'oxygène pour la combustion totale. Pour l'hydrogène, pour la combustion d'1 kg d'hydrogène, il faut 8 kg d'oxygène pour une combustion totale. C'est important parce qu'il ne faut pas envoyer de l'oxygène comme ça sans
son calcul. Donc, pour le soufre, c'est d'égal à égal. Donc, 1 kilo de soufre a besoin d'1 kilogramme d'oxygène pour la combustion, et ainsi de suite. Donc, ici, pour cela, il en faut un peu plus. Donc, pour ces gaz, comment dire, voilà, pour ce gaz hydrocarbure, ça c'est le méthane, l'éthane c'est de H6, et c'est propane c'est C3H8, c'est plus lourd. Voilà, et la chaleur dégagée, donc l'énergie, c'est en joule, c'est en mégajoules, chaleur dégagée, regardez combien, donc comment dire, la plus forte combustion, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, donc, c'est 120 mégajoules. Pour 1 kg d'hydrogène, vous avez 120 mégajoules en chaleur. L'oxygène, c'est un peu moins. Le méthane, donc, il vient en deuxième position, le CH4. Le méthane, CH4, donc, il vient un peu moins, mais celui qui donne plus d'énergie, c'est l'hydrogène. Produit de la combustion, donc après la combustion, donc il y a des produits, ce qu'on appelle les sous-produits, les sous-produits, donc ils dégagent. Donc l'hydrogène, lorsque je brûle 1 kg d'hydrogène, j'en mets 8 kg d'oxygène, il va me donner une énergie thermique de 120 mégajoules, mais aussi il dégage quoi? Il dégage du H2O, de l'eau. Donc c'est parfait, quoi. C'est parfait parce qu'il n'y a pas de gaz à effet de serre, il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de SO2, il n'y a pas de CO2, etc. Donc, tous les autres, ils ont des gaz à effet de serre, CO2, SO2, CO2, CO2, CO2. Mais l'eau, c'est excellent. Donc ici, vraiment, c'est l'idéal. C'est pour ça qu'on dit l'hydrogène est l'énergie de demain. Donc c'est le carburant de demain. On ne maîtrise pas totalement la technologie à l'hydrogène, mais les gens sont conscients, donc les scientifiques sont tous unanimes sur ça pour dire que l'énergie de demain, c'est pas le pétrole, c'est pas le gaz naturel, ce n'est pas le solaire, ce n'est pas l'éolien, mais c'est l'hydrogène. Parce que les autres, ils donnent peu d'énergie, donc le solaire et l'éolien sont bons. Bon, c'est de l'énergie renouvelable, mais ça ne donne pas assez parce que la population mondiale, elle augmente d'année en année, mais aussi leurs exigences augmentent. Donc, le citoyen d'aujourd'hui ne consomme pas la même énergie que le citoyen des années 70. Et donc, le citoyen des années 2040 va consommer au moins 2 fois plus que nous. Donc, il y aura plus d'appareils, il y aura plus d'outils et d'éléments vitaux que le citoyen de 2040 sera obligé donc d'utiliser. Donc, il va demander plus d'énergie. Voilà. Donc, ici, c'est la masse d'air requise, parce que l'air, c'est quoi? C'est l'oxygène plus l'azote, surtout. Il y a d'autres gaz, mais c'est l'oxygène et l'azote. Mais la grande majorité, c'est l'azote. L'azote, c'est à peu près 80%, c'est l'azote. Le reste, c'est l'oxygène et les autres gaz. Donc, il faut une grande masse d'air, évidemment. L'oxygène, c'est 2,67 kg. Pour avoir 2,67 kg d'oxygène, il faut pomper 11,5 kg d'air. Vous voyez, donc c'est à peu près 20%, un peu moins que 20%. 19% dans l'air, c'est l'oxygène, ou le baquet, 80%, c'est l'azote. Et le reste, ce sont d'autres gaz. Voilà, ainsi de suite. Donc, on est en kilos, c'est en mètres cubes. Donc, il y a l'équivalence entre le volume et la masse de l'air. C'est la densité, en fait. Voilà donc les éléments donc, qui permettent donc de donner de l'énergie thermique, sous forme thermique. Énergie disponible après avoir soustrait la chaleur latente de vaporisation de l'eau, laquelle n'est pas récupérée dans les chaudières. Donc,
Voilà. Alors, donc, les éléments combustibles, on donne les détails, donc on va lire ce qu'il y a ici. Ainsi, la combustion complète d'1 kg de carbone nécessite 2,67 kg d'oxygène. Il en résulte 38,8 mégajoules de chaleur. Donc, ça, c'est l'énergie en joule. Hein. Un méga, c'est 10 puissance 6. La réaction produit du gaz carbonique, c'est pas bon. Déjà, gaz non toxique, qui est le même que celui qu'on expire des poumons. C'est vrai, bon, c'est du CO2, mais quand même, c'est un gaz à effet de serre. Hein. Bon, le CO, paraît-il, est plus nocif. Donc, voilà, donc il donne le carbone directement du CO2. Et donc, il donne ici non toxique, qui est le même que celui qu'on expire des poumons. Donc, bon, معلش. Comme l'air sec contient 23,2% d'oxygène, sec, hein, l'air sec. En général, on dit à peu près 20%. Là, il a exagéré. Bon, 23% d'oxygène dans l'air. Par unité de masse, il faut multiplier la masse d'oxygène par 4,3 pour obtenir la masse d'air. Donc, 11,5 pour la combustion complète d'1 kg de carbone, c'est-à-dire les 11,5 kg d'air pour la combustion d'1 kg. Mais en général, on dit que l'air, il contient à peu près 19 à 20% d'oxygène. Donc, en général, le reste, c'est de l'azote. À partir des valeurs données dans le tableau 1, on peut calculer la valeur calorifique de n'importe quel combustible dont on connaît la composition, évidemment. Les tableaux 2 et 3 donnent une idée de l'énergie dégagée par divers types de charbon, de pétrole et de gaz. Donc, ici, donc, le meilleur, on a dit, c'est l'hydrogène, hein, qui donne la plus grande énergie. Hein, et maintenant, pour les compositions du charbon et du pétrole, donc ici, on ne va pas parler donc de molécules spécifiques données, mais on va parler donc de produits bruts de combustion. Donc, on parle du charbon et du pétrole directement. Donc, le pourcentage dans le charbon, voilà, le charbon, vous avez du carbone, un minimum 55% et maximum 85%. Vous avez de l'hydrogène à 2% dans le charbon. Vous avez le soufre, entre 1 et 4%. Et autres, donc, ici 42, ici 6%. Donc, entre 6 et 42%, les autres éléments. En tous les cas, si vous faites la somme ici, vous allez avoir 100%. 55 et 2, ça fait 57. Et 1, 58. Et 42, ça fait 100. 85 et 5, 90. Plus 4, 94. Plus 6, ça fait 100. Donc, à 100%. Donc, voilà un peu les compositions du charbon. Hein. Donc, ça peut être, on peut avoir un minimum ça et un maximum, on peut avoir donc cette configuration. Parce que ce qui est important, c'est le taux de carbone. Hein. D'accord? C'est le taux de carbone qui est important. Pourquoi? Parce que, regardez ici, donc, voilà, il donne avec un minimum d'air, avec un minimum d'oxygène, il donne quand même une énergie assez importante. Bon, l'hydrogène, bon, il donne beaucoup d'énergie, mais il n'y est pas. Hein, donc, les autres gaz n'y est pas. Donc, il n'y a pas d'hydrogène ici. Regardez, que 2 à 5%. Vous avez maximum 2 à 5%. Donc, il faut attendre l'énergie à partir du taux de carbone que contient le charbon. Maintenant, pour le pétrole, pour l'huile légère,
Donc, le carbone ici, les molécules de carbone, c'est 85,5 et 85% pour le mazout. Hein. Donc, le reste, c'est pratiquement de l'hydrogène. Ici, 13,5, ici, 10,5 hein, pour le mazout. Pour le soufre et autres, c'est pratiquement ici rien du tout. Et le soufre, c'est des petites quantités entre 1 et 4%. Donc, on est à 100%. La somme de ces trois, la somme de ces quatre aussi, ça va donner 100%. Donc ici, c'est l'énergie, les mégajoules par kilogramme. Donc minimum, lorsqu'on brûle le charbon, on va avoir au minimum 21 mégajoules par kilogramme de charbon. Et le maximum, donc le bon charbon, c'est celui qui contient beaucoup de carbone, c'est le bon charbon. Donc, et on peut avoir jusqu'à 35 mégajoules par kilogramme. Donc, on peut avoir plus d'énergie ici. Pour l'huile légère, donc c'est pourcentage dans le pétrole. Donc, les huiles légères, c'est les essences. Vous avez 45%. Et pour le mazout, c'est 42 mégajoules par kilogramme. Et comme le mazout coûte beaucoup moins cher que les huiles légères, donc on préfère évidemment donc faire donc la combustion avec du mazout, c'est-à-dire le diesel. Voilà. Ensuite, c'est la figure numéro 3, tableau 2. Donc, qu'est-ce qu'on a dit du tableau 2? Alors, tableau 2 et 3 donnent une idée de l'énergie dégagée par divers types de charbon, de pétrole et de gaz. Par exemple, lorsqu'on prend le charbon dont la composition est affichée sur la colonne gauche du tableau 2, c'est-à-dire les quantités Hadia, pour le charbon, donc 55% de carbone, 2% d'hydrogène, 1% de soufre et 42% d'autres. D'autres, c'est-à-dire, c'est des trucs qui ne sont pas importants parce que le charbon, il est mélangé avec du fer, avec de la terre, avec plein d'impuretés. Donc, ça, c'est le moins bon, hein, le moins pur. Donc, voilà. Quand on prend en considération donc, cette colonne, qu'est-ce qu'on va obtenir? Voilà, donc 55% le carbone fois la masse correspondante, etc., par l'énergie correspondante, 2% de carbone fois l'énergie correspondante qui est créée par la combustion du carbone, etc., pour le truc, et plus le divers. Le divers, il donne 0, hein, donc le divers, c'est des impuretés qui ne donnent pratiquement pas d'énergie. Donc ici, on va avoir 21 mégajoules par kilogramme de charbon de mauvaise qualité. Hein, on peut l'appeler de charbon de mauvaise qualité, donc 21 mégajoules par kilogramme, c'est-à-dire le charbon de mauvaise qualité. Il y a les propriétés, donc il donne 21 mégajoules par kilogramme. Et le charbon de bonne qualité, qui n'a pas beaucoup d'impuretés, hein, autre c'est les impuretés, donc qui n'a pas beaucoup d'impuretés, et là, sa capacité thermique, elle est augmentée à 35 mégajoules par kilogramme de charbon. Voilà un peu la quantité d'énergie. Hein. Donc, c'est très important parce que les mégajoules, ils vont être convertis en mégawatts. Hein. Donc, c'est de la puissance directement. Produit de la combustion, donc le gaz carbonique, n'a pas d'effet néfaste direct sur l'environnement. Bon, on peut dire, mais toujours est-il, le CO et le CO2, ils sont très proches déjà, et puis le CO2 quand même, c'est pas un gaz agréable en tous les cas, d'accord. Donc le CO2 n'est pas néfaste sur l'environnement, mais le dioxyde de soufre, c'est vrai, ça, c'est vrai. Le SO2 est plus dangereux, mais même le CO2 n'est pas bon aussi. Crée des substances qui irritent les voies respiratoires, les particules poussiéreuses sont une autre source de pollution qu'on essaie d'enrayer. La combustion du gaz naturel, donc, produit seulement de l'eau et du CO2.
Voilà. C'est pourquoi on utilise ce gaz lorsqu'il faut à tout prix éviter la pollution. Ça, c'est vrai, ça donne moins de pollution parce que ça donne de l'eau qui n'est pas nocive, mais le CO2 quand même n'est pas aussi, n'est pas aussi innocent qu'on le décrit ici. Hein. Donc, ceux qui ont écrit ce livre-là, ils défendent un peu quand même la filière pétrolière. Voilà. Donc, voilà. Voilà le tableau 3 ici. On parle du tableau 3. Ah, il est là, le tableau 3. Là, c'est le gaz naturel. Hein. Donc, tout à l'heure, c'était le charbon, le mazout, le fuel. Hein. Donc, le mazout, le fuel, là, c'est mon gasoil. C'est la même chose, hein. Mazout, fuel et gasoil. Donc, ici, c'est le gaz naturel. Donc, c'est le gaz. Hein. Alors, donc, échantillon A, échantillon B, donc il y a différents types de gaz, effectivement. Donc, on a le méthane dans le gaz naturel. Hein. Donc, on a le méthane, le CH4, entre 63 et 96%. L'éthane, le C2H4, il y a entre 0,1 et 3% de C2H5, entre 0 et 2% de C3H8, le propane. L'azote, c'est entre 1 et 28%. Et autres, c'est les impuretés. Donc, c'est d'autres gaz, dans l'oxygène, etc. Donc, autres, c'est 2,9 à 4%. Hein, c'est le gaz naturel. Donc, bien sûr, le plus important, c'est le méthane qui donne beaucoup d'énergie. Donc, ici, on a une énergie de 48 mégajoules par kilogramme. Hein, donc, l'énergie est meilleure dans ce gaz-là, qui a donc une grande taux en CH4. Pour celui-là, bon, l'énergie de combustion, elle est pas mal aussi, c'est 33,8 mégajoules par kilogramme, donc par kilogramme de gaz. Hein. Donc voilà, le tableau numéro 3, il complète le tableau 2. Il complète le tableau 2. Et ensuite, l'organisation d'une centrale thermique maintenant. Donc, la centrale thermique, donc vous allez brûler une centrale thermique, vous allez brûler soit du gaz naturel, soit du fioul, du mazout ou bien du charbon. Hein. Donc, nous en Algérie, on brûle le gaz naturel ou bien le mazout, hein, le fioul. Les Chinois, ils brûlent donc du charbon pulvérisé. Le charbon, donc il pulvérise en petite, en poussière, hein, donc c'est de la poussière de charbon. Le charbon, il est pulvérisé en poussière, et donc c'est les petites particules de charbon qu'on va injecter dans la chambre de combustion et qui va brûler avec l'oxygène. Voilà, ensuite ballon réservoir, contenant de l'eau, de la vapeur à haute pression, donc pour régler un peu les questions thermiques. Et puis aussi, vous avez une turbine à haute pression. Donc la turbine, c'est elle qui va recevoir un peu la poussée, le souffle, hein, de la détente du gaz qui est provoqué donc par la combustion. Donc le gaz brûlé est sous pression, mais sous pression, il est lâché sur les pales de la turbine. Donc il fait tourner cette turbine-là, turbine haute pression. Hein, donc c'est une turbine haute pression. Donc c'est elle qui va, cette turbine, elle va recevoir donc l'énergie thermique, hein, donc l'énergie de ce gaz sous haute température et haute pression. Donc, il va faire tourner la turbine et la turbine donc va comment dire, elle va absorber toute l'énergie, hein, qui est transmise par le gaz sous pression. Donc, cette énergie,
absorbé, va être converti donc en énergie mécanique de rotation parce que la turbine va tourner, hein, donc la turbine va tourner, donc et sur son arbre, sur l'arbre de la turbine, donc comment dire, on installe donc l'alternateur, c'est-à-dire la machine synchrone. Donc on installe l'alternateur qui, à son tour, l'alternateur va convertir l'énergie mécanique donc sur la rotation de l'arbre à convertir en énergie électrique donc du stator sous forme triphasée alternative. Voilà en gros comment ça fonctionne. On va voir ça la semaine prochaine. Il est 14h30. Donc je vous libère. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Très bien. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit au début de la séance, comme quoi vous devez vous organiser en groupe de 2 à 6 étudiants. Vous allez choisir comme vous voulez un thème de production d'énergie. Vous pouvez, 2 groupes, ils peuvent choisir les centrales thermiques à gaz ou la centrale thermique à vapeur. Débrouillez-vous entre vous, mais seulement il ne faut pas me venir avec la même chose. Là, c'est pas tolérable, mais 2 groupes peuvent travailler sur le même thème de façon différente, donc ramener des informations et donc comment dire, des éléments nouveaux sur la centrale que vous voulez donc présenter. Et je vous encourage à aller vers les centrales d'énergie renouvelable, vers les centrales à hydrogène, vers les centrales un peu nouvelles, etc., et éviter les répétitions sur les anciennes centrales. Voilà, donc on va commencer les exposés. Donc, monsieur, ça يخليك تدخل. Oui. نعم. ما يخلوكش تدخل non. وين تدخل؟ لهادو الآخر. لا. Les centrales. Mais vous n'avez pas besoin de rentrer dans les centrales. Vous faites un exposé. Je vous donne un exposé. Mais il a besoin de دخلوا. Si vous voulez en visite, vous faites une demande de visite, et vous prenez vos cartes d'étudiants avec vous et les gens vont vous recevoir. D'accord, monsieur, merci. Voilà. Donc, voilà, je vous souhaite bon courage et à la semaine prochaine. C'est bon, c'est terminé. Allah, merci. Merci.